Alors, bonsoir à tous. Bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour la présentation ici ce soir. Bienvenue aussi également aux personnes à la maison. Alors, ce soir, c'est une rencontre, évidemment, d'information. Vous savez, dossier d'assainissement des eaux usées, je pense qu'il y a du monde qui sont un peu tannés d'en entendre parler, puis on a hâte qu'on passe à l'action. Alors, on veut ce soir vous donner un état de la situation, où on en est rendu et quelles sont les étapes aussi à venir. Alors, on a deux parties, si vous voulez, à la présentation. La première partie, on va vous parler du système d'assainissement des eaux du secteur village. Évidemment, on a déjà eu des rencontres d'information en 2019. On va vous faire une présentation de l'évolution du dossier. On va également vous présenter la nature des interventions sur Saint-Jean-Baptiste parce que, en même temps qu'on va faire les travaux d'assainissement des eaux, le ministère des Transports du Québec va aussi réaliser des travaux de réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, ce soir, on a deux personnes, effectivement, du ministère des Transports qui sont présents avec nous. Il y a M. Carl de Champlain. Merci d'être là. Il y a également M. Sylvain Coulombe. Alors, c'est deux personnes au ministère des Transports qui ont travaillé puis avec qui on a eu des échanges là, au sujet de la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, on va parler de la circulation là, des travaux, des communications. C'est quand même des travaux majeurs. On peut se l'imaginer. Là, la partie village, évidemment, on part du coin des routes jusqu'en face du camping, parce qu'évidemment, les étangs d'aération vont être installés en face du camping. On va, en deuxième partie, vous parler de l'assainissement des eaux du secteur alpin. Parce que là aussi, il y a un besoin important. Si on veut poursuivre le développement de villégiature au secteur du village alpin, il faut vraiment, puis nécessairement, parler de mise en place d'un système de traitement des eaux usées. On peut pas poursuivre le développement sans qu'on parle de ça. Alors, ce soir, évidemment, on en est là. Il y a des membres du conseil qui sont présents. Je vois M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, il y a M. Éric Thibault, M. Richard Perron. On en a qui sont pas présents parce qu'évidemment, il y avait des rencontres à l'extérieur ou ils vont peut-être arriver un peu plus tard. Alors, sans plus d'attente, je demanderai au directeur général, parce que c'est M. Jonathan Desbiens, qui est le directeur général de la municipalité, qui va vous faire une présentation là, de l'ensemble du dossier. Et il y aura une période de questions après chacune des parties. C'est-à-dire qu'après la partie de l'assainissement des eaux villages, on va avoir une période de questions. Et lorsqu'on aura terminé aussi la présentation de la deuxième partie, on pourra répondre à vos questions, autant aux personnes dans la salle qu'aux personnes qui nous suivent sur le web, sur Facebook. Alors, M. Desbiens, je vous inviterai, s'il vous plaît, à nous faire votre présentation. Parfait. Donc, c'est quand même un dossier qui est majeur là, quand on parle d'assainissement des eaux villages. Là, j'ai essayé le plus possible là, de présenter ça d'une façon là, qui va être claire et qui va pas trop être complexe. On va commencer avec l'étape des plans et devis. Donc, on va aller à la diapositive. Parfait. Donc, si on se parle au niveau des plans et devis, quand on parle des plans et devis, on parle bien entendu des étangs aérés, on parle de la conduite de refoulement là, qui va passer au niveau du village et on parle aussi des travaux que l'MTQ va faire. Là. Donc, l'ensemble là, de tout ce qui va se faire là, comme travaux est inclus au niveau des plans et devis. Actuellement, là, on considère à toute fin pratique, là, c'est terminé. Là. On est peut-être fini à 99,5%. Là, il reste là, des petites entrées de maison, des bordures. Il y a peut-être des petits systèmes pour faire attention aux sédiments là, qui va être au niveau de la rivière pour un émissaire de rejet. Mais vraiment, là, on parle de petits détails. Là. On peut considérer que les plans et devis, là, c'est quelque chose qui commence à être derrière nous. Par la suite, au niveau de 2019-2020, là, on a rajouté, avec la collaboration du MTQ, l'aqueduc et le sanitaire pour la portion où est-ce qu'on va venir mettre un pluvial. On sait que de l'église jusqu'à
un petit peu après la maison de Gilles McLean, là, le 190 Saint-Jean-Baptiste, il y a un pluvial là, qui va être installé à cet endroit-là. Et lorsqu'on a discuté avec le MTQ, on a constaté que la conduite d'aqueduc, ça revenait quasiment aussi, sinon plus cher, de protéger notre conduite d'aqueduc qui était en fin de vie que de la changer. Donc, on a pu faire une collaboration, certains partages de coûts. Là, les coûts sont pas encore approuvés là au niveau de Québec. Là, on va y revenir tout à l'heure. Mais on fait un partage de coûts au niveau de la conduite d'eau, ce qui va nous permettre au niveau de l'aqueduc d'avoir une conduite flambant neuve au niveau de notre rue. Et on a aussi rajouté le sanitaire. On a une conduite sanitaire qui passe et qui est catégorisée F. Donc, tu sais, elle est carrément en fin de vie. Là. Et dans le fond, on creusait à 3,5 mètres, puis la conduite est à 1,5 mètres plus profond. Donc, on a encore eu des discussions avec l'MTQ pour aller chercher 1,5 mètres de plus, puis se dire, ben, on va changer aussi notre conduite sanitaire vu qu'on creuse. Puis en même temps, ben là, on va s'assurer non seulement d'avoir une route avec des fondations flambant neuves, un pluvial, mais notre aqueduc, notre sanitaire vont aussi être carrément neufs. Fait que là, on va vraiment avoir une durée de vie dans le temps qui va être intéressante. Et si à un moment donné, tu sais, on a beaucoup moins de chances d'avoir des bris de tuyauterie qui vont nous demander après ça d'aller creuser dans une rue qu'on vient là, de faire la réfection. Donc, ça va s'assurer une certaine intégrité dans le temps. Puis après ça, comme je le disais, là, il y a un pluvial là, qui va être mis en place là dans le. Quand je vais parler du point 85 km, là, c'est de l'église là jusqu'au 190. Où est-ce que là, ben ça va nous aider. Là, on sait qu'au printemps là, dans ce secteur-là, tu sais, la rue fait ça là, à cause du gel de l'eau. Donc, en permettant d'avoir un pluvial là, donc ça va permettre encore une fois là de s'assurer d'avoir une certaine intégrité au niveau de la route, puis d'éviter que la fonte des neiges là vienne changer là la structure. Qu'on se retrouve avec des bosses, des trous et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est au niveau, je vous dirais, des plans et devis. C'est ce qu'on a dans nos plans. Donc, un système d'assainissement des eaux, une rue. Ensuite, si on va au niveau des autorisations ministérielles, parce qu'on a plusieurs ministères au dossier, il y a nous, il y a SNC-Lavalin, que ça, là, c'est nos professionnels. On a le ministère des Affaires municipales, on a le ministère des Transports, on a le ministère de l'Environnement. Et là, depuis ce printemps, on a le ministère de la Faune, Flore et Parc là, qui se sont rajoutés là, dans certains aspects du dossier. Donc, on a quand même pas mal de monde là, qui sont impliqués dans tout ça. Pour ce qui est du ministère de l'Environnement, on a eu la confirmation, là, ça fait 2 semaines que le dossier était complet au niveau du certificat d'autorisation. Donc, ils sont en train de finaliser là, certains éléments, préparer les documents juridiques pour nous émettre le certificat. Donc, ça, c'était quand même une grosse étape. Là. Il y avait beaucoup d'éléments là, à considérer du côté de l'environnement. On est content de l'avoir derrière nous. Au niveau du ministère Flore, Faune et Parc, là, j'avais écrit en attente d'une analyse à savoir si le déversement du pluvial derrière le centre communautaire constitue un apport d'eau à une demande d'autorisation. J'ai eu une réponse hier. Dans le fond, le questionnement, c'est que on va mettre un réseau pluvial là, dans notre section de 0.85 km et le réseau pluvial, il va avoir un tuyau, un émissaire de rejet là, qui va se diriger entre à peu près la petite école et Desjardins. Et ça se rejette dans un fossé qui va s'en aller dans la rivière. Et là, le questionnement, c'était, là, on est en train de créer un cours d'eau, donc il va avoir là un apport d'eau au niveau de la rivière. Est-ce que ça va avoir un impact sur le saumon, les poissons et tout ce qui s'ensuit? Donc, suite à l'analyse du MFFP, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin d'un certificat d'autorisation. Là, ils sont en train de finaliser là, leur analyse, ils vont nous envoyer un avis officiel. Cependant, au niveau des travaux, ils vont nous demander, là, quand on va être rendu à cette section-là, de respecter la période d'étiage. Là, donc, les travaux, je pense qu'il ne faut pas dépasser le 15 septembre et d'avoir aussi là, un système là, de rétention de sédiments, là, que quand on va faire les travaux, là, éviter là, que bon la poussière, la boue, là, ça se ramasse dans la rivière, puis tu sais que ça commence à flotter et tout ça. Donc, des fois, ils mettent des espèces de petites barrières là, pour empêcher ces éléments-là. Au niveau du MTQ, ben, comme on a vu, les plans et devis sont faits. On a aussi travaillé là, avec la direction régionale là, pour faire une entente de partage de coûts. L'entente de partage de coûts, c'est autant le sanitaire, le pluvial, l'asphalte, le coût des tranchées, l'aqueduc. Donc, on a vraiment discuté là, de chacun des éléments. On a comparé les différentes réalités. On a 13 sections différentes là, dans Saint-Jean-Baptiste avec des réalités différentes qui ont été analysées en termes de répartition de coûts. Donc, tout ça a été fait. Tu sais, on est arrivé là, dans une entente avec laquelle nous et la direction générale, on trouvait que c'était raisonnable. Donc, le texte a été envoyé aux instances provinciales. Donc, là, on est en attente
attente là, de l'approbation ministérielle relativement à tout ça. Je sais pas c'est quoi les délais, là, mais nous, on espère peut-être au début octobre là, de commencer à avoir un feedback là, relativement à ça. Mais on est quand même confiant là, que ça devrait être accepté. Par la suite, si on va à la prochaine diapo, on tombe au ministère des Affaires municipales. Donc, le ministère des Affaires municipales, ce qu'on a à faire, premièrement, là, on a fait la demande de subvention pour le volet 1.2. Le volet 1.1, c'est la subvention pour les pleins de vie. Le volet 1.2, c'est la subvention pour les travaux. Donc, là, on a envoyé notre demande pour les travaux. On a envoyé ça, je crois, c'est la 3e semaine de août. Donc là, c'est en révision là, de la part du ministère. Ça avait l'air quand même correct là, au niveau là, de ce qu'on leur a envoyé. Là. Ils font quelques petites modifications, certains ajustements. Mais ça devrait bien rouler. Puis on a fait une collaboration d'ailleurs avec le MAMACH là, tout au long du dossier. Là, donc, ils sont déjà au courant des pleins de vie, ils sont déjà au courant des ententes qu'on a faites avec l'MTQ. Ils ont discuté des différents pourcentages de répartition parce que nous autres, ce qu'on assume, ben, si le MAMACH nous donne une subvention. Donc, eux, ils voulaient s'assurer aussi que la répartition là, était conforme là, entre ce que l'MTQ payait et ce que nous payait. Donc, on a déjà tout fait ça en amont là, pour être sûr de ne pas avoir de problème quand on a déposé notre demande. Par la suite, de cette analyse-là, là, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est notre pourcentage de subvention pour les travaux. Le pourcentage minimal du programme prévoit 85%. Cependant, tout dépendant là, de l'ampleur des travaux, de la grosseur des municipalités, il peut y avoir une bonification qui peut aller jusqu'à 95% des travaux. Clairement, nous, on espère aller atteindre le 90%, puis je vous dirais qu'on va se battre pour essayer de l'avoir. Parce qu'on parle, dans le fond, là, c'est juste l'estimé des coûts. Donc, on n'est pas encore en contrat, là, ça peut changer. Mais l'estimé des coûts parle d'à peu près je vous dirais un 13 millions pour ce qui est du système d'assainissement des eaux et environ un 4,5 millions là, pour ce qui est de la route là, avec ce qui est assumé par l'MTQ. Donc, au total, on est à 17,5 millions. Donc, c'est certain que un point de pourcentage sur notre 13 millions, par exemple, on parle de 130 000 $, donc c'est quand même de l'argent. Là. On va essayer de faire le maximum pour aller chercher tout ce qu'on peut au niveau du pourcentage de subvention. Et par la suite, ben, ce qu'on va faire, là, il va nous rester aussi à faire notre règlement d'emprunt par la suite, là, parce que c'est certain que bon, va falloir financer là, ces travaux-là. Ça va être un règlement d'emprunt que oui, il va être important. Là, on va tourner un règlement qui est pour vraiment aux alentours de 15 millions. Cependant, il faut se rappeler si on a une subvention de 95%, là, bon, ben, au niveau de la population, on va payer 5% de ce montant-là. Donc peut-être aux alentours de 750 000. Là. Donc, c'est ce qu'on a au niveau du ministère des Affaires municipales. Par la suite, si on parle planification des travaux, c'est quoi les prochaines étapes, où est-ce qu'on s'en va, ou la question quand est-ce que l'appel va commencer à creuser. L'appel d'offres, là, on est en train de faire l'appel d'offres pour la surveillance des travaux. Là, on va passer ça lundi. Là, on donne un mandat à une firme là, pour nous monter notre appel d'offres. On s'attend là, à ce que le mandat soit complété là, au niveau du début octobre. Par la suite, on va aller en appel d'offres et à notre prochain conseil municipal là, vers la fin novembre, on devrait être en mesure là, de pouvoir octroyer le mandat. Par la suite, notre appel d'offres pour les travaux, là, j'ai parlé avec SNC-Lavalin d'ailleurs hier. Là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des problématiques là, au niveau du montage de l'appel d'offres. Il est supposé de me revenir avec ça là, la semaine prochaine. Mais on espère y aller soit juste avant les fêtes ou immédiatement en revenant du congé des fêtes pour ensuite être capable là, de faire un octroi de contrat là, à la régulière du mois de mars, donc au début mars. Un coup que le contrat est octroyé au début mars, ben là, c'est sûr qu'on va avoir des rencontres avec le promoteur. Là. C'est quand même des travaux qui vont s'étaler sur 2 ans, peut-être 3. C'est sûr que la 3e année, on va avoir des petits travaux. Là. C'est peut-être un petit 10% qui reste des corrections. Là. Mais on va avoir 2 bonnes grosses années là, de travaux sur Saint-Jean-Baptiste. Puis on s'attend, ben les discussions avec l'entrepreneur puis la planification, ça va peut-être prendre une couple de mois. Là. Il ne sera pas capable de se revirer dans 2 semaines. Fait qu'on se dit, ben peut-être un début des travaux, là, juillet 2022 dans ces eaux-là. On lui donne le contrat au début mars, on se donne un 3 mois de discussion, planification, attache un peu les affaires, un 3-4 mois. Durant l'été, là, à notre avis, on serait capable de commencer. C'est sûr que ça peut changer, là, tout dépendant de l'entrepreneur, de ses capacités, puis de sa facilité à se revirer de bord aussi.
Annick, si tu veux, là, j'aimerais qu'on regarde le document Excel au niveau du processus. Ça, c'est un tableau. On avait fait une rencontre d'information en octobre 2019 dans lequel on avait fait une espèce de pieuvre là, avec chacune des différentes étapes où est-ce qu'on était rendu. Donc, je trouvais ça pertinent, un coup qu'on vient de parler là, de notre assainissement des eaux, de revoir cette pieuvre-là et de voir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, on voit là dans la section de gauche là, la production des plans et devis, l'envoi au ministère, ça c'est tout mis en vert, c'est réglé. Là, dans le milieu, l'envoi des informations au MAMACH concernant les valeurs foncières, c'est réglé. De l'autre côté, à droite, l'autorisation, la planification des travaux MTQ pour Saint-Jean-Baptiste, l'octroi de contrat du MTQ pour les plans et devis, la production des plans et devis, c'est réglé aussi. Si on descend, si je reste à droite, la négociation d'achat de terrain, bassin et chemin d'accès, c'est réglé. Je vous dirais qu'il nous reste une entente à signer, là, puis on est à probablement une semaine, là, ou peut-être on aurait peut-être même la possibilité de le signer demain. Donc, ça, au niveau des terrains, là, c'est pas mal derrière nous. On voit là qu'on a mis en jaune là, la confirmation du pourcentage d'aide financière. Là. Donc ça, c'est un élément là, qui nous reste à régler de notre côté, mais là, ils ont eu l'ensemble de l'information de leur côté. Ensuite, la jonction des plans de l'assainissement des eaux et du MTQ, c'est réglé pour monter l'appel d'offres. L'obtention, on va continuer à descendre. L'obtention de la réponse quant au certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, on l'a mis en vert. Là. C'est sûr qu'on n'a pas le certificat d'autorisation dans nos mains, mais on a confirmation là, qu'ils ont eu la réponse à l'ensemble de leurs questions et que c'est conforme. Au niveau du MFFP, là, on l'avait mis en orange. Cependant, avec les informations qu'on a eues hier, là, on devrait pas avoir besoin d'avoir une autorisation, donc on pourrait quasiment le considérer en vert à cet effet-là. Ensuite, les plans et devis définitifs, on est réglé aussi. Là, on a un petit peu à droite notre appel d'offres, la surveillance des travaux. Là, donc, ce qu'on va faire le 13 septembre, on devrait être en mesure de donner le mandat d'ici la fin de l'année. Là, ça ne devrait pas être problématique. Il nous reste aussi, on m'a donné comme information, il faut aussi faire un appel d'offres pour les laboratoires. Là, donc, c'est quelque chose qu'on devrait passer le 27 septembre. Par la suite, on a la mise en place d'une entente de partage de coûts avec le MTQ. Ça, à cet effet-là, le travail est pas mal fait avec la direction régionale, là, mais on l'a quand même laissé en orange parce que, bon, il reste quand même là, les instances provinciales là, au niveau des approbations. La mise en place du financement, là, on est en train de parler du règlement d'emprunt. Ensuite, l'appel d'offres pour les travaux, l'octroi du contrat. Puis après ça, un petit peu plus bas, là, on a le début des travaux. Donc, on voit là qu'on commence à être là, dans la dernière ligne droite. Là. Puis là, je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui devraient faire déraper le dossier ou nous créer des retards indus. À la rencontre d'octobre 2019, notre crainte, c'était beaucoup le certificat d'autorisation environnementale. Puis d'ailleurs, comme je vous disais, là, on a eu des réponses il y a 2-3 semaines. Donc, ça a quand même pris là 2 ans et quasiment 2 ans et demi là, d'analyse auprès du ministère de l'Environnement là, pour avoir les confirmations. Là, c'est réglé. Pour ce qui est du reste, là, on avait peur au niveau du MFFP. Là, donc, j'avais prévu vous dire ce soir que le MFFP était peut-être un risque là, pour retarder le dossier. Mais heureusement, là, hier, on a eu une bonne réponse. Donc, on est quand même réconforté par rapport à ça. Donc, ça fait le tour au niveau de l'assainissement des eaux. Il y a quelques autres sections qu'on voulait regarder là avec vous pour ce qui est des travaux, notamment la rue Saint-Jean-Baptiste. Parce que le ministère des Transports, lorsqu'ils ont fait leur planification, ils ont regardé un peu les différents types d'interventions qu'ils voulaient faire. Ils veulent pas juste refaire l'asphalte, ils veulent aussi améliorer là, la situation qu'on vit sur la rue Saint-Jean-Baptiste en termes de circulation et sécurité. Si on regarde la prochaine diapositive, les objectifs qui étaient visés par le ministère des Transports, c'était augmenter la visibilité. Notamment des fois, là, il y a des fois on est un peu montagneux là, au niveau de la rue, là, donc essayer là, de quand même aplanir un peu là, et d'améliorer la circulation par rapport à ça. On parle aussi de la sécurité des cyclistes. C'est certains qui veulent éviter les acquisitions, là, donc ils veulent pas que durant les travaux, là, on ait à déplacer des gens, que ce soit des maîtres
maison, empiéter sur le terrain de certaines personnes et devoir acquérir des servitudes ou des choses comme ça. Et en même temps, éviter les déplacements de services publics, là. Donc, c'est vraiment un projet qui a été pensé dans le respect des citoyens et quand même respecter l'intégrité de leur terrain et tout ça, là, pas le jouer là-dedans. Si on regarde plus dans le détail les travaux, là, vous voyez, là, on voit le point 85 km qu'on parlait tout à l'heure, là, donc notre section où est-ce qu'on va refaire le pluvial. Dans cette section-là, de l'église jusqu'au 190, un petit peu plus loin, on parle d'une réfection complète de la chaussée de la fondation. Donc, on va creuser là à 4,5 mètres. Là, on va tout remplacer avec la tuyauterie, tout ce qui s'ensuit. Uniformisation des bordures au niveau de la zone urbaine. On va le voir un petit peu plus loin, mais il va y avoir certaines bordures ou certains là, petits terre-pleins là, qui vont être mis pour les entrées, là, notamment au niveau des commerces. Par exemple, comme référence, l'ancien garage AMB, l'épicerie Amiro ou encore la petite école avec des jardins. Actuellement, il n'y a pas d'entrée. Là. C'est tout en asphalte, puis on peut rentrer un peu où est-ce qu'on veut. Donc, il va vraiment avoir des bordures de béton qui vont être mises en place. Puis là, il va vraiment avoir des entrées spécifiques de 11 mètres où est-ce que les véhicules vont pouvoir s'engager. Ce qui va permettre de davantage contrôler là, la circulation là, dans ces secteurs-là, puis éviter que les gens là, se promènent un petit peu partout dans le stationnement et qu'ils puissent y accéder de n'importe comment. Si on sort du point 85 km, donc le reste, là, qui remonte jusqu'au coin des routes. On a divers secteurs. On a 3 secteurs dans lesquels il va y avoir certaines réfections de ponceaux et certaines réfections de fondations. Il y a 3 secteurs qui ont été établis là, plus problématiques. On en a 2 là, un petit peu après les plateaux. Puis on en a un autre un petit peu plus loin, là, quasiment dans le milieu entre les plateaux et le coin des routes, là. Et pour le reste, ben, on a des travaux de pavage sur 5,35 km. Les travaux de pavage, dans certains endroits, il y a plus d'épaisseur de pavage. Dans d'autres, c'est simplement une couche de surface. Mais on devrait avoir là un nouveau pavage là, sur l'ensemble de la rue jusqu'au coin des routes. Donc, on parle vraiment là, donc de l'église au final jusqu'au coin des routes. On va avoir là une asphalte qui va être refaite. Si on en revient au niveau du secteur urbain, donc je reviens au niveau du point 85 km, comme vous voyez, là, c'est des travaux vraiment majeurs. On fait carrément tout ce qu'on a là, de l'église jusqu'au 190. Les voies de circulation vont être de 3 mètres. D'habitude, c'est 3,5 mètres. Donc ça, c'est la voie de circulation. Est-ce que vous circulez en voiture? Pourquoi est-ce que c'est à 3 mètres au lieu de 3,5? Dans un premier temps, c'est pour encourager la réduction de vitesse. On sait qu'on a beaucoup de plaintes là en termes de vitesse là, sur Saint-Jean-Baptiste, en particulier là, dans le secteur central. Donc, de donner une largeur à 3 mètres plutôt qu'à 3,5, ça va inciter les véhicules à ralentir. Et par la suite, l'autre élément, ben, on l'a au point 2. On va avoir 2 accotements de 1,5 mètres asphaltés avec bordure des 2 côtés. Donc, c'est qu'on va avoir un 3 mètres pour les 2 voies. Donc, ça fait 6 mètres de voie. On va avoir 1,5 de chaque côté asphalté pour les piétons, pour les cyclistes. Et le fait de mettre un 6 mètres de circulation au lieu d'un 7, donc 3 mètres par voie au lieu de 3,5, ben, ça permet d'aller chercher ce 1,5 mètres de bordure-là là, sur l'ensemble de la route. Puis ça va permettre aussi d'uniformiser là, la largeur de la route, là, parce que des fois, elle rapetisse, elle rétrécit, elle agrandit. Donc là, on devrait avoir de quoi de quand même uniforme là, dans le secteur. Par la suite, ben, l'installation du pluvial dans le secteur, ça va être fait sous terre. Donc, les fossés dans ce secteur-là vont être totalement éliminés. Donc, ça va permettre aussi de gagner de l'espace au niveau des accotements pour la circulation. Puis, il y a peut-être des gens qui vont peut-être jouir d'un petit peu plus de terrain, là, parce que là, au lieu d'avoir un fossé, ben, ils vont se retrouver avec quelque chose de planche. Et ben, comme ça, je dois expliquer, là, mais les entrées seront régularisées là, pour les commerces. Donc, ils vont avoir des entrées d'11 mètres. Et on a fait un travail, là, on a rencontré avec une personne du MTQ, les citoyens qui allaient être un petit peu plus impactés là, par rapport à ces travaux-là. Les gens parfois qui avaient des entrées qui étaient plus larges, que leur entrée était comme ça, puis là, ben, il y avait peut-être des problèmes d'eau, des entrées qui étaient de travers. Donc, on a tous rencontré ces citoyens-là, un par un, pour regarder avec eux autres c'est quoi les plans de vie, c'est quoi les interventions, leur expliquer ce qui allait être fait, puis écouter aussi là, leur réalité, là, leurs problématiques.
Donc ça a été fait à la fin mai. Si on va à l'autre diapositive par la suite, là, on parle secteur rural, là, mais c'est pas vraiment secteur rural, là, mais c'est vraiment tout ce qui suit par la suite jusqu'au coin des routes. Là, on va conserver les fossés, donc le drainage va encore se faire via les fossés. On a certaines réparations de fondation, mais majoritairement, ça va vraiment être là une couche d'asphalte là pour remettre à neuf là le pavage. On peut peut-être regarder le document qu'on a au niveau de plan d'intervention, le 3e, ouais. Donc ça, c'est un plan là qui avait été fait là préliminairement. Donc ce qu'on voit en haut à droite dans l'espèce d'encadré bleu pâle, là. Je sais pas si tu peux mettre peut-être la souris sur la route là. Oui, c'est ça. Donc ça, on a notre point 85 mètres qui est là. Par la suite, si on descend, on voit là qu'on a 2 espèces de rectangles verts. Ça, c'est des réparations de fondation. Puis on a l'autre rectangle vert qui est un petit peu plus bas là. Donc ça, c'est les 3 endroits où est-ce qu'on va avoir de la réparation de fondation. Puis par la suite, là, je vous dirais les 3 couleurs, là, le orange, le jaune et un petit peu plus bas, on a du vert. Ça, c'est vraiment, là, autrement dit, le couche d'asphalte là, qu'ils vont faire en termes d'intervention là. Donc dans le orange, là, je suis pas un expert au niveau de le terme là, mais on voit là que bon, on parle de un 45 là, le jaune, on a palliatif couche unique, donc ça on va vraiment, à mon avis, ça veut dire peut-être une petite intervention, vraiment juste un planage. Puis après ça, au niveau du vert, on a PLAN 35, CU50, on va probablement avoir un petit peu plus d'asphalte dans le coin là. Donc ça résume un petit peu ce qui va se passer avec la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est pas juste qu'on fait de l'asphalte, il va vraiment avoir des améliorations additionnelles là, au niveau de la sécurité, de la circulation et de l'aisance. Par la suite, communication et circulation durant les travaux, parce que ça va être important d'y penser. C'est des travaux qui vont se répartir sur 2 ans. Donc, la première année, ça va être tel que tel. La deuxième année, on va peut-être commencer à trouver ça pénible. On va avoir hâte que ça finisse. Donc, on a réfléchi là dans la façon dont on pouvait communiquer un peu avec les gens, comment on allait présenter l'information pour que vous soyez mis au courant. On va commencer avec la déviation de circulation. On va encourager les gens parce que, comme vous voyez, notre point 85 mètres, on va avoir énormément de travaux. Là. La circulation, même si ça va être assuré en alternance, va quand même être complexe. On va encourager les gens qui sont en voiture, qui n'ont pas des gros véhicules, là, de passer par le pont de Florac et par le pont couvert, donc via le chemin Saint-Thomas, pour essayer là, de diminuer un peu là, les temps d'attente au niveau de la circulation. Par la suite, oui, puis c'est ça parce qu'on veut aussi considérer, là, on a une restriction de tonnage quant au pont couvert là, qui est arrivé là, au niveau du printemps. Là. Donc, dû à une inspection du MTQ, le pont couvert, au lieu de pouvoir supporter 10 tonnes, peut supporter 3 tonnes. Fait que ce qu'on va faire, c'est d'encourager ça, les petites voitures à emprunter le pont couvert via Saint-Thomas. Puis on va demander peut-être aux gros véhicules, les vannes, les campeurs et tout ce qui s'ensuit, eux, de vraiment aller là, dans la circulation en alternance. Là. Et pour ce qui est du secteur, ben là, on reparle encore du secteur rural, là, mais c'est ce qui est avant c'est ce qui est après dans le fond notre point 85 km. C'est ce qui va être avant dans le fond le pont du milieu, là, le pont de Florac. Mais c'est sûr qu'on va être une circulation en alternance parce que là on n'a pas vraiment là de chemin de contournement par rapport à ça. Mais comme ça va simplement être la réfection d'asphalte, on s'attend à ce que la circulation en alternance soit peut-être plus aisée que ce qu'on va avoir ici là avec un 5 mètres de creusée là qui va quand même être plus pénible. Ensuite de ça, au niveau des communications, là, je vous dirais qu'on n'est pas encore fixé, là, mais on veut quand même aborder un peu la question. On va probablement utiliser l'écho municipal ou peut-être des infos travaux. Quand on va avoir des discussions avec l'entrepreneur, on va vouloir là, fournir aux citoyens une carte là, dans laquelle non seulement on va voir les travaux, où est-ce que les travaux vont être sur Saint-Jean-Baptiste, mais quand est-ce que ces différents travaux-là vont être effectués pour que les gens qui restent sur la rue soient capables de dire « Ah, OK, entre telle date et telle date, ils vont être rendus en face de chez nous. » Fait que ça va vous permettre peut-être là, de mieux vous planifier ou au moins de ne pas avoir de surprise là, par rapport à ça. Et avec la MRC, là, on est rendu avec un logiciel d'alerte.
Donc, on peut envoyer des alertes au niveau de la sécurité publique, mais on peut aussi en envoyer au niveau des travaux publics, par exemple. Fait que on va peut-être regarder avec ce logiciel-là si, par exemple, il y a un bris majeur, il y a une fermeture au niveau de la rue ou peu importe, de pouvoir utiliser ce logiciel-là pour avertir les gens là, dans le secteur village là, pour que vous ayez pas de surprise, vous soyez mis au courant. Donc, c'est les deux outils là, qu'on pensait regarder. Capable de vous tenir quand même informé. Puis c'est certain qu'on va avoir une collaboration aussi avec le ministère des Transports. Là, si vous avez des questions durant les travaux, vous appelez à la municipalité. Si c'est vraiment spécifique qu'on n'a pas la réponse, là, on va avoir une collaboration, comme je vous disais, avec le ministère là, pour communiquer vos questions, vos préoccupations, et on va s'organiser pour que vous ayez une réponse rapidement. Donc, ça fait le tour au niveau de l'assainissement des eaux village. Oui. Je vous laisse... peut-être, d'abord, je pense que vous avez pu constater là, que ce sont des travaux majeurs. Quand on parle d'un investissement de 17,5 millions, c'est sûr qu'il y en a une partie quand même importante qui va concerner là, les étangs d'aération, si on veut, les étangs qui vont être installés, comme je vous dis, en face du camping, plus en montagne. Mais moi, ma préoccupation, c'est sûr que c'est la circulation routière. On sait qu'on est quand même une municipalité avec une vocation touristique importante, puis le secteur village, le secteur de la Pointe, le secteur du quai est un secteur, un pôle majeur d'attraction au niveau touristique en saison estivale. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est sûr, ma préoccupation, ça fait partie de ça. Surtout que le pont couvert, là, et la capacité portante a été réduite là, de 10 tonnes à 3 tonnes, c'est quand même majeur. Je ne sais pas si les représentants du ministère auraient des choses à nous dire avec ce qui a été présenté, mais aussi au niveau de la circulation, si vous pouvez nous rassurer, si on veut. Approchez le micro. Oui, je pense bon, parfait. Moi, c'est Carl de Champlain, chef du service des projets routiers du ministère des Transports. C'est sûr qu'en termes de circulation, comme on le sait, quand on fait des travaux, surtout lorsqu'on fait des réfections de structures de chaussée, là, oui, il y a quand même des entraves. Faut pas se le cacher, là. Je veux dire, oui, il y a des périodes plus difficiles pour la circulation. Néanmoins, on maintient quand même la circulation là, en alternance. En fonction des débits qu'on connaît là, dans le secteur, il n'y a pas de problématique là, comme telle, là, comme il y en a actuellement, de la circulation en alternance. On voit que ça circule très bien. C'est sûr qu'il y a des mesures qui sont prises lorsqu'il y a des travaux. Comme il y en a eu là, il y a quelques années dans le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste, là, on a eu des excavations là, près de l'église. Donc, c'est un peu ce genre de travaux-là qui va être vécu là, dans le secteur urbanisé. Là. Fait que nous, c'est quand même des interventions on est habitué avec ça. Les entrepreneurs, c'est certain qu'eux ont l'expertise là-dessus. Fait que normalement, il n'y a pas d'enjeu particulier, si ce n'est que de mettre les mesures, s'assurer de garder la libre circulation, contrôle de poussière aussi qui est appliqué étant donné la présence de résidences à proximité. Néanmoins, suite aux travaux, c'est sûr que ça va donner une belle qualité là, de chaussée, que tout le monde va en bénéficier. Ouais. Effectivement, je pense que ça va améliorer la chaussée de la rue Saint-Jean-Baptiste. Comme je le disais souvent au conseil, on n'a pas fait de pression au ministère des Transports pour justement corriger la structure, je dirais même, de la rue Saint-Jean-Baptiste parce que on savait qu'on avait des travaux importants à faire au niveau de l'assainissement des eaux. Alors, moi, je trouve ça quand même très intéressant d'une entente qu'on peut avoir avec le ministère des Transports pour faire les travaux en même temps. Je pense qu'on va sauver non seulement en coût, mais en temps aussi là, de la durée des travaux. S'il a fallu faire nos travaux d'assainissement avant, puis après ça, le ministère des Transports passe après, il y a eu des coûts, là, des dépenses qui auraient été doublées. Là. Je pense que c'est ça qui est important de réaliser. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres choses? Ça va pour la présentation? Oui, c'est ça. En réalité, oui, il y a des impacts. C'est sûr que le fait d'être ensemble pour ces travaux-là, je pense que ça va être bénéfique là, pour la population générale parce qu'il y aura eu des excavations de votre côté comme de notre côté.
Puis nous, avec l'intervention qu'on se prévoyait de faire au cours des années, des prochaines années, on regroupe tout ça en même temps. Donc oui, ça va se faire là en 2 ans. Par contre, ça ne s'étirera pas sur 5 ans. Juste, il y a une question probablement des citoyens, je vais vous poser. Là, il y a des travaux qui se font présentement. Il y a du pavage, puis il y a même aussi un secteur où on est en train de refaire j'appellerais pas ça la chaussée, mais la structure de la route. Ça fait pas partie du projet qu'on a présentement. Puis c'était prévu, ces mesures-là, je pense, pour atténuer un peu là, les hasards de la route. Oui, tout à fait. C'est vraiment des travaux d'entretien, là. On sait que oui, il va y avoir des travaux plus majeurs, vont se réaliser l'an prochain. Néanmoins, d'attendre encore 1 an. Là, l'idée, c'est de s'assurer de donner quand même un confort de roulement. Question de sécurité aussi. Fait que dans certains cas, on fait juste un resurfaçage, juste une couche de pavage pour donner un minimum de qualité. Dans d'autres cas, des fois, on va venir intervenir un petit peu plus en profondeur, s'assurer de pouvoir que les travaux ça puisse se tenir justement d'ici les travaux plus majeurs. Là. C'est vraiment des opérations d'entretien. Là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou encore sur les gens on va prendre des questions dans la salle? Oui, il y a un micro, monsieur. Là. Je pense qu'il y a un micro mobile. Là. Vous l'ouvrez, vous nommez et vous posez votre question. Je parlais fort. Non, OK, ça fonctionne. OK. OK, mon nom est Benoît Robin-Lessard. Je demeure aux 3 rues Côté, au kilomètre 71, en avant de la sortie puis de l'entrée de la carrière là, qui est exploitée par M. Éric Côté. Je suis très content pour M. Côté qui va sûrement avoir des contrats là, dans ce coin-là cet été. Il y a 2 semaines, d'ailleurs, on a vécu un épisode là, assez catastrophique au niveau de la poussière, de la sortie de la carrière. Évidemment, ça ne faisait pas partie du chantier du MTQ. Donc, je sais que ça a été la même chose l'été précédent. On avait appelé M. Côté. M. Côté a fait une non-recevoir. On a appelé la municipalité pour trouble de voisinage. Il n'y a eu aucune intervention auprès de M. Côté. Toujours la fin de non-recevoir, on a appelé le ministère qui finalement ont décidé peut-être de bonne grâce de demander à l'entrepreneur de venir mettre de l'eau à la sortie de la carrière. Donc, quand il sort un camion aux 15 secondes de la carrière pour des travaux majeurs comme ça, évidemment, ça nous cause un nuage de poussière, puis c'est même dangereux pour la circulation sur la 170 en bas de la courbe, là, la courbe, je dirais, très dangereuse, là, qui va être corrigée, j'imagine, dans quelques années. Et aussi, j'imagine que, évidemment, il va y avoir une déviation de la circulation sur le chemin Saint-Thomas. Est-ce que il a été prévu là, de contrôler la poussière là, qui va être émise sur le chemin Saint-Thomas, qui va être en dehors quand même du chantier, là? Ouais. Donc, est-ce qu'on a pensé là, au bon voisinage là, dans ces cas-là? Ben, on y a pensé, c'est certain, là, parce que c'est une route, c'est un chemin en gravier. Évidemment, ça sera un nouveau conseil, mais on en a discuté à l'interne avec le directeur général. C'est sûr que ça va prendre aussi, à cet endroit-là, s'il y a une circulation importante, des mesures, probablement, soit des pentes de l'eau sur une base régulière ou encore d'avoir de la bas poussière là, qu'on peut étendre. Mais oui, c'est sûr que ça va devoir être fait pour éviter que ce soit une rue, si elle est beaucoup occupée, là, un nuage qui va être constant à cet endroit-là. Ça fait partie des éléments là, qu'on devra travailler. Mais ça appartiendra pas au ministère des Transports. Ça va appartenir à la municipalité. OK. Est-ce qu'on peut penser aussi aux 2 sorties de carrière, là, parce qu'évidemment, ils vont être sollicités, là, ces carrières-là. Les 2 sorties de carrière à M. Côté, il y en a 71 et l'autre au kilomètre 69 dans ce coin-là. Évidemment, est-ce qu'on va penser aussi à épargne là, ou à faire des demandes auprès du propriétaire de la carrière? Ben, moi, j'ai appris dernièrement que c'est les municipalités qui donnent les permis d'exploitation des carrières. Alors,
est-ce que la municipalité va faire des interventions de ce côté-là aussi? Ben, on va voir, là, je veux dire, au niveau des interventions qui peuvent être faites, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a un contrat qui est donné, l'entrepreneur a une responsabilité aussi de s'assurer de la sécurité. J'imagine, M. de Champlain, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Parce que vous avez mentionné tout à l'heure que vous pouvez même aussi contrôler la poussière là, dans les travaux que vous réalisez. Hein? Oui, tout à fait. Il y a des mesures de contrôle. Puis souvent, c'est exigé au contrat. Il s'agit de tout simplement de les faire appliquer, là, s'assurer que ces clauses-là sont dans le contrat. Puis oui, il y a de la bas poussière comme du chlorure de calcium, ou des fois, ça va de l'épandage à l'eau. Fait que ça dépend vraiment. Là. Des fois, l'entrepreneur va choisir un ou l'autre. L'important, nous, c'est le résultat. Là, s'assurer de ne pas avoir de poussière pour justement éviter... Est-ce que ça répond à votre question? En partie. Ben, c'est quoi qu'on n'a pas répondu? Ben, en fait, c'est s'assurer là, que peu importe d'où va venir le gravier, si ça cause des problèmes ailleurs sur le chantier, évidemment, on parle du chemin de Saint-Thomas, parce que c'est quand même assez évident. Excusez-moi de ne pas prendre le micro. C'est quand même assez évident là, qu'il va falloir contrôler la poussière à cet endroit-là. Mais pas se faire répondre que finalement, ben, écoutez, la sortie de la carrière, ça ne nous concerne pas. Ben, quand il donne un contrat, c'est ça que vient de mettre. Si j'ai bien compris, lorsqu'il donne un contrat à un entrepreneur, il doit s'assurer, lui, de voir la sécurité, puis de voir aussi à éviter là, qu'il y ait des nuages de poussière qui, autant à l'entrée, à la sortie des carrières ou des sablières. Est-ce que c'est bien ça? Ben, normalement, c'est sûr, c'est pas t'as validé. Là. Normalement, c'est sûr que quand il y a des mesures comme ça directement d'un site de bande d'emprunt, j'ai pas le détail du secteur. Là. C'est sûr que quand on voit qu'il y a un enjeu puis c'est dû aux travaux, normalement, on va intervenir ou demander à l'entrepreneur de mettre de la bas poussière. Là. Donc, je sais pas dans le cas qui nous concerne, là, voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais habituellement, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème. Là. C'est sûr que oui, on va demander d'aller poser de la bas poussière. Des fois, ça peut être du nettoyage aussi. Des fois, il va y avoir de la boue, de la poussière sur la chaussée. Oui. Normalement, quand il y a beaucoup d'achalandage, beaucoup de circulation, puis qu'il vient un enjeu de sécurité, c'est sûr, le ministère, habituellement, on va intervenir pour s'assurer de remettre la situation sécuritaire. Fait que oui, on va s'organiser pour que tout soit fait, peu importe à quel endroit que ça va être, si c'est occasionné par les travaux. C'est beau? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. S'il vous plaît, au micro. Vous vous nommez, puis vous... Maya Gentès, j'habite dans le rang Saint-Thomas-Nord. Je suis aussi propriétaire de terres agricoles, là, et j'ai des animaux qui sont sur le bord de la rue. Donc, le souci de la poussière va être présent pour nous, les habitants de Saint-Thomas. Puis, il y a vraiment une poussière fine, là. Je reste plus loin que le chemin, puis ça lève, puis encore la poussière est très omniprésente déjà maintenant, puis on a un beau rentrée touristique. Donc, je voudrais simplement réitérer l'appui pour qu'on soit, on a un souci pour la poussière dans notre secteur. Et je pense que ça va être une préoccupation aussi là, à ce moment-là. Parce que déjà, parce que là, il va y avoir une circulation qui va être ajoutée, oui. Excusez, j'ai dit parce que présentement, c'est pas très satisfaisant le contrôle de la poussière dans Saint-Thomas-Nord. Avec tous nos cyclistes, avec nos marcheurs, nous, les gens qui habitons là s'en aperçoivent. Voilà. Okay. C'est beau. C'est beau? Ben, je vous dis oui, il va y avoir une préoccupation, en tout cas, du moins, je le souhaite, là, je ne serai pas nécessairement présent, mais je pense que votre message va être bien entendu. Oui. Je pourrais peut-être ajouter là au niveau de Saint-Thomas, vers le mois de mai à peu près, on a déposé une demande là, dans un programme au niveau du député provincial pour avoir des fonds pour faire des interventions sur Saint-Thomas. On sait qu'on va avoir davantage de trafic, donc même au niveau de l'intégrité du chemin, le gradeur, tout ça, c'est certain qu'avec plus d'autos qui vont passer, là, le chemin risque de maganer davantage. Donc, on a monté un projet. Là,
on espère avoir quand même des subventions là, parce que on parle de quelque chose entre 100 et 120 000. On parle pas d'asphaltage, mais on parle vraiment là, de travailler au niveau des fossés, de rajouter du matériel pour s'assurer là, justement de pas se retrouver à chaque semaine là, avec bon, on n'a plus de matériel, faut passer le gradeur, ça va être complexe. Puis c'est sûr qu'aussi avec le contrat de gradeur l'année prochaine, là, on va essayer de s'arrimer là, pour quand même garder que une structure intéressante. Dans ce cadre-là aussi, au niveau de la bas-poussière, là, on va essayer d'y penser. Là, encore une fois, là, on a eu un 35 000 de subventions sur 120, là. Fait que là, c'est pas assez. Fait que là, on est en train d'essayer de travailler puis de mettre un petit peu de pression, là, pour en avoir davantage. Mais c'est un dossier là qu'on travaille, je dirais, depuis le mois de mai par rapport à tout ça. Puis on va essayer de l'attacher aussi. Là, on a eu un glissement de terrain. Là, on a eu le deuxième avis là du MTQ qui a passé par le ministère de la Sécurité publique. Je crois que c'est 2 ou 3 jours. On a communiqué tout ça en Globe pour qu'ils viennent l'inclure là dans leur plan d'intervention. Et là, j'ai aussi demandé en Globe là qu'ils nous fassent une offre de service là pour monter un devis d'appel d'offres. On aimerait ça être capable de faire la réparation avant que le gel arrive. Là. Donc, puis là, avec notre conseil municipal, si on serait capable là, de lancer un appel d'offres ou faire un octroi de contrat au début octobre pour s'assurer là, d'avant le gel, aller régler ça, on trouverait ça bien appréciable. Là. On a trouvé ça tannant, là, tous les délais qu'il y a eu, autant au niveau de la firme, autant au niveau du ministère de la Sécurité publique, ça a été long avant qu'on ait nos réponses. Puis là, malheureusement, on arrive quasiment dans un crunch avant le gel, là, mais on essaie de travailler fort pour pouvoir faire l'intervention cette année. Ça va? Ça répond à votre question? Oui. Au micro. Tu peux-tu venir au micro, Gervais? On parle de ça fort. Oui. À partir de Non, on vous... Viens au micro, parce que c'est pour t'enregistrer, pour... on vous entendra pas aux vidéos. Il marche, là? Oui. À partir de Suamiro jusqu'à l'église, vous allez tout changer, les tuyaux, égouts puis l'aqueduc. Oui. Moi, mon système d'égout, j'ai pas de pitrape. Est-ce qu'on va pouvoir en installer un par l'autre bout? Parce qu'il doit y en avoir, je pense qu'il y en a plusieurs dans les vieilles maisons qu'on n'a pas de pitrape. Puis quand ils nettoyaient les égouts l'automne, là, Ouais. faut s'occuper des toilettes. Malheureusement, je peux pas répondre. Ouais. Je sais pas si... Écoutez, ça, c'est vraiment une question spécifique. Là. J'ai pas la réponse directement pour vous. Écoutez, c'est sûr que durant les travaux, écoutez, je prends en note. Est-ce que vous pouvez m'appeler ou est-ce qu'il y a le vrai mot? Ça s'appelle vraiment pitrape ou comment? Un Clapet de retour. Parfait. Anti-retour. Parfait. Ouais. On a un règlement là-dessus. D'accord. Et si je comprends, il y a des maisons qui n'en ont pas. Ouais. Oui, puis d'après moi, il y en a plusieurs dans le secteur. OK. Ouais. Écoutez, je soulève la question. J'en parlerai un petit peu avec SNC Lavalin, puis on regardera un peu c'est quoi qu'on va faire avec ça. Merci. Merci beaucoup, M. Boudreau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions du public Facebook? Ah, il y en a d'autres. Allez au micro. Vous vous nommez? Oui, Doris Duchesne. Oui. Parler de la capacité du pont couvert qui a été baissé de 10 tonnes à 3 tonnes. Oui. Est-ce que vous prévoyez des réparations sur le pont avant les travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste? Ben, on le souhaite, mais là, je vais poser la question au ministère des Transports parce que le pont couvert, nous, on a une responsabilité comme municipalité, c'est le pavé, si on veut, là, où il y a un eau à ça, il y a un eau scientifique. Le planage. La structure du pont, c'est le ministère des Transports. Alors, ils ont détecté dernièrement des anomalies, disons ça de même, là, qui fait qu'ils ont dû baisser la capacité portante du pont couvert. C'est sûr que nous, ça nous cause des problèmes majeurs parce que je pense que 3 tonnes, comme je disais tantôt à M. Coulombe, là, c'est à peu près l'équivalent d'un camion 150. Alors, puis on sait qu'actuellement, il y a des affiches à l'entrée et à la sortie, mais il y en a qui ne respectent pas nécessairement. Donc, il y a quelqu'un sur le dossier. Oui.
on est sur le dossier. Ce qu'on me dit, c'est sûr qu'il y a un processus normal là, qui doit suivre son cours. On espère qu'à un moment donné, ça prenne quand même moins de temps là, que ce que c'est qu'on nous a donné comme estimé. Je faisais mention tout à l'heure qu'en 1986, lorsque l'embarque avait soulevé le pont, c'est arrivé au mois d'avril, puis au mois de... Je pense que c'est au mois de septembre, le pont était revenu sur ses assises. Alors, je me dis, il me semble qu'on devrait être capable de faire un coup vite. Ah, c'est majeur. Ouais. Merci. Plaisir. Questions? D'autres questions? Ça va? Fait qu'on va passer à la deuxième partie qui est évidemment le traitement des eaux usées au secteur alpin. Alors, je ne veux pas reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là aussi, il y a une nécessité de travailler ou de voir à mettre en place un système de traitement des eaux usées. Donc, je vais demander au directeur général de nous faire une présentation des objectifs et du cheminement du dossier, comment on voit aussi le futur de ce dossier-là dans le secteur du Moindre. Alors, on devient bon avec les systèmes d'assainissement des eaux, avec ce qu'on a dans le village. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas ne pas en faire un au Moindroir. On va regarder un petit peu là, les objectifs. Là. Pourquoi est-ce que ça a été amené sur le tapis là, de faire un système public là, pour essayer de desservir l'ensemble du secteur alpin? Trois principaux éléments. Là. Le premier, on a des problématiques là, en lien là, avec des fosses septiques au niveau du secteur. On sait que la MRC là, a repris la vidange des fosses septiques là, depuis, dans le fond, c'est cette année. Et on a eu certains commentaires au niveau de la MRC là, qu'il y avait des fosses septiques qui refoulaient, donc il y en avait là, qui étaient quand même problématiques et qui allaient demander aux propriétaires là, d'investir au niveau de leur infrastructure. Ensuite, on veut aussi assurer la pérennité puis maximiser l'utilisation de la superficie sur le territoire. Parce qu'on parle d'étalement urbain. Parce qu'on sait que un terrain qui est connecté à un réseau public d'égouts et un réseau d'aqueduc peut être de 420 mètres carrés. Si on a seulement l'aqueduc, on est à peu près à 2000 mètres carrés. Et si on n'a ni l'aqueduc ni l'égout, on est à 4000 mètres carrés. Donc, c'est certain que si, par exemple, au niveau du secteur alpin, on a juste l'aqueduc, puis qu'on a beaucoup de demandes là, de gens qui veulent venir s'établir dans le secteur, puis qu'on fait des terrains de 2000 mètres carrés, on va se retrouver assez loin, assez rapidement. Donc, pour éviter ça, on veut davantage densifier en ayant des terrains de 420 mètres carrés ou même 500 ou 600, là, mais sans aller à 2000. Ça fait en sorte qu'on est capable de garder notre le bassin là, de gens et de résidents là, aux abords de la montagne, de pas trop s'étaler. Et c'est non seulement, ça permet aussi de préserver le territoire, mais de l'autre côté, ça diminue les coûts de la municipalité là, parce qu'on a beaucoup moins long de tuyaux là, à entretenir là, pour aller connecter toutes les maisons. Et par la suite, c'est limiter les impacts environnementaux là, des eaux usées en traitant activement les rejets, notamment au niveau de la nappe phréatique. Les défis. Quand le dossier était amené sur la table, on avait quand même 3 gros challenges. Le premier, c'est que le ministère des Affaires municipales ne subventionne pas les nouveaux développements et il ne subventionne pas les résidences secondaires. Donc, il n'a de programme de subvention que pour les résidents permanents, les résidences principales. On sait que dans le secteur du Moindroir, c'est majoritairement de la résidence secondaire et on sait que, on a des développements domiciliaires en cours. Là, on est en discussion avec des promoteurs et c'est tous des éléments dans lesquels on ne peut pas avoir de subvention. Ce qui fait que la municipalité assume à quasiment 100% le coût d'un système d'assainissement des eaux. Clairement, on n'est pas capable, là, au point de vue financier, là, de ramasser la facture à 100% nous-mêmes. Par la suite, desservir les secteurs qui sont déjà bâtis. On parle là, qu'on fait grimper la dette de la municipalité d'environ de plus de 60%. Là. Donc, encore une fois, c'est un autre élément pour dire qu'on n'a pas la capacité financière, là, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, pour pouvoir aller de l'avant. Et le coût que devraient assumer les résidents des secteurs touchés serait significatif. Donc, on ne peut pas aller voir des personnes puis leur dire, pour une maison de 200 000, votre compte de taxes va monter de 2 500 $ par année pendant 20 ans. Ça ne fait tout simplement pas de sens. Donc,
c'était les défis qu'on avait. Par contre, si on va à la prochaine diapositive, intitulée « Pourquoi maintenant ?» c'est qu'on est arrivé avec un momentum. Le COVID a amené des choses négatives, il amène aussi des choses positives. Il y a plein de gens qui veulent venir s'établir en région. Donc, non seulement la valeur des terrains, la valeur des maisons là, est en augmentation là, pour pas mal tout ce qui est en rural, ce qui est en campagne. Puis on est quand même un village là, qui est quand même une bonne réputation là, au niveau des paysages, de la tranquillité, la qualité de vie. Ça fait en sorte qu'actuellement, là, on a plusieurs promoteurs là, qui sont intéressés à faire divers développements au niveau de la station de ski. On ne s'étendra pas trop par rapport à ça. Là. On est encore dans des éléments confidentiels. Mais ça fait en sorte que comme on a des promoteurs, ben, on peut, au niveau de ces 3 promoteurs-là, leur demander des participations au niveau de l'établissement d'un système d'assainissement des eaux usées. Ce qui fait en sorte que, effectivement, nous n'avons pas de subvention. Cependant, on peut faire un partage de coûts avec ces promoteurs-là. Et c'est là qu'à un moment donné, on est capable de se ramener à un niveau qui est intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous permet aussi de... au niveau des partages de coûts, j'étais en train de parler puis j'ai perdu mon idée en même temps que j'étais en train de parler. Je vais y revenir, on va regarder l'indice drastique, ça va me revenir dans la tête. Donc, ce qu'on voulait vous montrer, c'est quand on parlait d'éléments sanitaires là, au niveau du secteur, ça, l'indice drastique, ça, dans le fond, c'est en train de vous montrer c'est quoi le niveau de la nappe phréatique. Donc, plus on est dans le rouge, plus la nappe phréatique est proche. Puis vous voyez, là, la pire couleur, c'est le gros rouge foncé qu'on a. Là. Donc, si vous regardez, là, si on peut pointer, on va commencer avec Valence. Donc ça, ici, on a le secteur Valence. Donc, on voit là, que la phase 1, là, on est vraiment dans le rouge, puis là, on tombe un peu dans l'orange au niveau de la phase 2. Là. Par la suite, si on se dirige au niveau là, du secteur Rouvray, donc on voit qu'ici, on est tous dans le rouge. Par la suite, si on s'en va du côté de Vébron, là, on a un secteur là, non desservi là, qui est déjà en fosse septique. On voit qu'on en a quand même une bonne portion qui est dans le rouge. Et ensuite, dans nos 65 terrains, on voit que notre secteur dans le rouge là, inclut là, le FIR, là, donc le système d'assainissement des eaux là, pour les 65 terrains, plus la prise d'eau potable. Ce qui fait en sorte que, non seulement on parlait tantôt d'étalement urbain, mais on se dit, ben plus on va continuer de mettre de la fosse septique dans le secteur, plus on est en train de se dire, ben on n'est pas en train de se demander est-ce qu'on va avoir un problème, on est en train de se demander quand est-ce qu'on va avoir un problème si on continue comme ça. Donc, ça nous incite aussi là, à vouloir agir rapidement. Par la suite, on a aussi eu, là, depuis à peu près 1 an, plusieurs demandes de branchement au niveau du FIR, les 65 terrains. On a des gens qui sont exclus là, de ce développement-là au niveau du règlement d'emprunt et tout, et là, qui demandent là, de pouvoir se brancher parce que, bon, ils ont des problématiques sanitaires eux aussi. Ce qui a été refusé là, pour plusieurs demandes au niveau du conseil, justement au fait qu'on ne veut pas surcharger notre FIR, même s'il y a de l'espace. Le fait, là, au niveau là, de la nappe phréatique, on ne veut pas non plus là, pousser notre chance. Mais donc, ça permettrait aussi là, de pouvoir régler ces différentes situations-là. J'ai retrouvé mon idée tout à l'heure. Quand je parlais au niveau des promoteurs, on parlait d'un partage de coûts. C'est aussi le fait que si... on va essayer de travailler principalement avec un promoteur, là, on en a ciblé un, pour que ce soit le promoteur qui fasse le système d'assainissement des eaux avec tous les éléments de la municipalité, parce que ça fait en sorte, on sait que quand une municipalité va en appel d'offres public avec un contrat public, c'est même rare qu'on a des rabais là, en termes de négociation. Là, on a différentes offres, puis on va avec la plus basse, tandis que quand c'est un promoteur qui fait les travaux, lui, il y a beaucoup plus de possibilités en termes de négociation. Quand on a parlé au niveau de notre évaluation de coûts, là, on parle d'une économie qui pourrait être peut-être entre 20 et 30% là, entre le fait que ce soit un entrepreneur qui le fasse ou que ce soit la municipalité via un contrat public. Donc, si on prend toute la facture au global, on se dit, ben, on va économiser un 20 à 30% de coûts. Et ce qui nous reste, ben, on va pouvoir partager une portion de la facture
avec les différents promoteurs. Puis comme actuellement on en a 3 en cours là qu'on va passer là présenter au conseil le 27 septembre. Donc le fait d'avoir 3 promoteurs, ben ça nous permet encore plus de diviser les coûts. Si on en avait juste un, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quand même un plafond là que lui il peut pas dépasser là, il veut quand même aller chercher une rentabilité puis c'est normal. Mais le fait d'en avoir 3, ben là ça nous permet de faire une répartition beaucoup plus intéressante au niveau des coûts. Donc voilà, on a regardé l'indice drastique. On va regarder un petit plan image suggéré. On a fait faire une espèce d'étude conceptuelle là, par SIG3 pour regarder un peu là, de quoi ça aurait l'air. Si vous voyez là, il y a le lac artificiel qui est là. Et juste à gauche, là, on a une espèce de petit carré vert. À gauche ici. Ça, c'était la station projetée. Je vous dirais que là, on est en train de travailler pour la mettre plus proche du lac, là. Donc, un petit peu plus vers la droite, là, encore un petit peu, à peu près là. C'est ce qu'on est en train de discuter. Et là, comme on peut voir, on a vraiment voulu faire un projet dans lequel on planifie le branchement non seulement des nouveaux développements, mais on veut aussi aller chercher notre déjà bâti. Là. On a même planifié la station de ski, aller dans Vébron non desservi, la portion desservie, pour vraiment se sortir un total de coûts. Là. Donc, ce que ça coûterait pour l'ensemble de la municipalité. Et après ça, on a aussi fait des projections à l'interne pour regarder, ça serait quoi les différents impacts là, au niveau là, des comptes de taxes. Là, on n'est pas encore rendu à conclure là, tous ces éléments-là. Mais les premières analyses préliminaires qu'on fait, c'est que autant au niveau des promoteurs qu'au niveau des comptes de taxes, ça se tient. Ce qu'on essaie de faire au niveau des comptes de taxes, c'est qu'on se dit, dans le fond, une personne qui devrait, par exemple, remplacer sa fosse septique, par exemple, après 15 ou 20 ans, paierait un montant d'environ 15-20 000. Donc, on se dit, si la personne, dans le déjà bâti, a une hausse de taxes et que sur 20 ans, sa hausse de taxes l'amène à payer un équivalent de 15-16 000, c'est comme s'il avait payé son remplacement de fosse septique. Fait que c'est un peu la logique là, qu'on vient utiliser là, pour se dire est-ce que le montant est raisonnable ou est-ce qu'il est disproportionné là, versus le coût d'investissement ou ce que le contribuable est prêt à donner. Donc voilà, c'est sûr que là, on fait un plan si on connectait tout le monde. C'est sûr que tout le monde ne sera pas connecté le jour 1. On a certains promoteurs que quand les promoteurs vont être prêts, c'est là que les connexions dans certains secteurs déjà bâtis vont être faits. On a aussi d'autres secteurs là que ça va être vraiment, par exemple, si je prends la rue Vébron avec les 65 terrains, ça va être un questionnement. Ça va plus être au niveau de la municipalité. Là, quand est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant et est-ce qu'on commence avec juste le non desservi? Est-ce qu'on va chercher le desservi en même temps? Comment ça va fonctionner? Ça, c'est des questions qui restent à être discutées puis qui vont probablement l'être là avec le nouveau conseil là probablement au retour des fêtes. Si on regarde au niveau des prochaines étapes, où est-ce qu'on est rendu? Juste avant d'aller dans les prochaines étapes, peut-être juste préciser aussi, on a fait des discussions pour regarder quel type de système est-ce qu'on voulait mettre en place. Clairement, on voulait pas aller avec des étangs aérés. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas avec le ministère des Affaires municipales. Les Affaires municipales avaient demandé à ce que ce soit des étangs aérés au niveau de la subvention là, pour le secteur village. Comme on n'est pas en subvention, on a la liberté de choisir les types de systèmes qui nous intéressent. Et comme on a un secteur en développement, on a opté pour des systèmes à traitement actif. Là. Donc, c'est vraiment une usine là, qui va traiter l'eau, qui va venir là, la purifier là, avec une espèce de bouillie organique. Puis à la fin, il sort de l'eau là, qui est pratiquement consommable. Là. Si une personne en boit, elle tombera pas malade. Là. C'est ce qu'on a visé. C'est des systèmes qui prennent beaucoup moins d'espace. Puis c'est des systèmes aussi qu'on peut rajouter des unités de traitement dans le temps. Ce qui fait en sorte que si on a d'autres projets domiciliaires, par exemple, dans 10, dans 15 ans, on peut seulement rajouter une unité de traitement à un coût qui est beaucoup moins important qu'à rajouter un étang aéré, par exemple, qui coûte beaucoup plus cher et qui prend beaucoup plus d'espace. Donc, dans un secteur comme le Mont-Édouard, où est-ce que, on a tout le temps du développement qui roule, c'est un système qui va s'adapter davantage, qui prend moins de place, qui se cache mieux, il y a moins d'odeur. Puis d'ailleurs, on va vous montrer peut-être quelques images là, à ce que ça ressemble un peu.
Donc, au niveau des prochaines étapes, là, on a le 27 septembre 2021. C'est là qu'on planifie là, d'accepter. Là, on a 3 promoteurs actuellement là, qui veulent faire des développements. C'est à ce moment-là qu'on va faire les acceptations de première étape. Donc, on va avoir une petite présentation là, de leur plan. Ce qu'ils veulent faire, c'est dans quel secteur, c'est où. Donc, d'ici là, on garde ça encore confidentiel, mais à partir du 27, ça va être présenté publiquement. Et là, à ce moment-là, ben là, les promoteurs vont commencer le plan et devis. Et le promoteur qui est ciblé pour l'assainissement des eaux, ben lui, on va travailler encore plus en collaboration avec lui parce que là, nous, on va vouloir s'assurer là comment est-ce que l'usine va se faire, comment est-ce qu'il va monter ses plans et devis. On lui demande d'ailleurs que ses plans et devis incluent l'ensemble du secteur et non pas juste son développement pour qu'on soit capable d'attacher tout le monde, qu'on ait une vision qui est cohérente puis adaptée, là, que, tu sais, que c'est pas chacun des promoteurs qui va décider comment il va venir se brancher, puis à un moment donné, ça marche pas avec le système et tout ça. On essaye vraiment d'avoir une vision globale là, pour éviter le maximum de problèmes. Ensuite, c'est ça, on parle du début de l'ébauche des plans et devis en collaboration avec les entrepreneurs. Donc ça va commencer, à mon avis, là, octobre, novembre, décembre, là, ça va davantage être les promoteurs là, qui vont travailler le plan et devis, vont faire le demande de CA, vont commencer à travailler de leur côté. Puis nous, on va davantage être là pour discuter comment est-ce qu'on va répartir les coûts parce qu'il faut signer une entente avec eux autres pour venir dire la municipalité va payer combien, quand est-ce que vous allez nous céder l'usine pour le promoteur qui fait l'usine, quand est-ce que vous allez nous céder les rues, c'est ça avec un pourcentage de développement, etc. Donc, on a plein de discussions à avoir avec eux. Et après ça, bon, c'est sûr qu'on va avoir l'obtention du courriel avec le promoteur pour l'usine de traitement. Encore une fois, là, on est en coût estimé. Donc, ça probablement vers vraiment le printemps, là, peut-être fin de l'hiver, début du printemps, là, on devrait commencer à avoir des coûts là, pas mal plus réels là, sur ce que ça va nous donner là, au niveau municipal. Ensuite de ça, présentation aux citoyens de l'impact sur leurs taxes connecter l'existant au système de traitement. Donc, c'est certain que là, on ne veut pas aller aux citoyens avec des coûts qui sont encore estimés là, et qui n'ont pas été négociés. On s'attend peut-être là aux alentours du printemps 2022 là être capable là, de faire une assemblée publique là de consultation pour venir expliquer un peu aux gens là ça va être quoi les différents impacts selon les secteurs, écouter les commentaires aussi là au niveau là des différentes hausses de taxes que ça va créer. Puis on met aussi printemps 2022 non seulement pour les coûts réels mais aussi parce qu'on sait qu'on va avoir un nouveau conseil municipal. Donc le temps aussi de le mettre au parfum, de regarder est-ce que ce conseil là lors de la présentation du dossier vont vouloir faire certaines modifications, etc. Donc, on veut quand même se donner un petit peu de temps là, pour être sûr que tout le monde va être à l'aise là, au niveau de la présentation du dossier. Les travaux visés, dans le fond, on parle là, été, automne 2022 pour mettre l'usine en place. Donc, on parle l'année prochaine. Parce qu'au niveau de mettre l'usine, on a parlé... On a contacté 3 constructeurs. On leur a demandé des offres. Là-dedans, on est allé visiter aussi des usines. On en a retenu une là, qu'on considère qu'autant au niveau des coûts qu'au niveau des... qu'au niveau de la technologie, là, c'était ce qui répondait le plus à nos besoins. Et le constructeur sélectionné nous disait, là, écoutez, j'arrive le vendredi, puis vendredi, dans 2 semaines, on a une usine, elle est là, puis elle traite de l'eau. Là. Donc, quand c'est le temps de mettre l'usine, ça va être quand même assez rapide. C'est vraiment les demandes de CA ou tous les autres éléments là, qui vont prendre là, un petit peu plus de temps là, avec les autorisations gouvernementales. Mais c'est un constructeur qui est quand même assez habitué puis aisé là, dans ce type de système-là. Et finalisation du dossier, répartition des coûts finaux, on parle début 2023. Encore une fois, ici, je parle de l'usine de traitement. Tu sais, on parle des différents promoteurs avec le développement et tout ça. Ça, les autres, ils vont suivre leur cours de leur côté. Mais nous, on essaye vraiment d'attacher là, au niveau de l'usine, là, de la capacité à pouvoir rendre un service. Puis à partir de là, ben peut-être là, que bon, au courant de l'année 2023 ou l'année 2024, il y a peut-être des secteurs déjà bâtis là, avec le conseil municipal là, qui vont être discutés là, pour aller regarder si on procède ou non au branchement, en collaboration, bien entendu, avec les citoyens. Ce qu'on peut peut-être regarder, on avait la proposition de réalisation. Juste descendre un peu, c'est davantage les photos. Là, vous voyez un peu là, les types de systèmes. Là. Donc, on a une petite cabane. Là. C'est tout sur terre. Hein? Oui, c'est tout sur terre. Là. Donc, tu sais, vous n'avez pas là, des grands immeubles là, devant vous. On a des couvercles aussi là, pour couper là, au niveau de l'odeur. Ça, on a un système d'à peu près, ça c'est à peu près un 100-150 mètres cubes. Nous, on
va commencer avec un 450, mais expansionnable à 600 mètres cubes. Puis c'est ce qu'on va approcher au niveau des promoteurs, là, un 600 mètres cubes, parce que si tous les projets des promoteurs se réalisent, on va avoir besoin d'un 600. Fait qu'on fait tous nos calculs au niveau de 600, mais tout dépendant, bon, est-ce que tous les promoteurs vont pouvoir réaliser leurs projets en fonction des coûts et tout ça, là, ça se peut qu'il y en ait là, qui retardent ou peu importe. On risque de commencer avec une construction de 450 là, pour pas surfinancer puis faire en sorte que la population va payer 150 mètres cubes comme un éléphant blanc qui sert à rien. Parce qu'on va avoir un coût à ça. Si on descend encore un petit peu, là, on voit qu'on a d'autres photos. Là, si on a un secteur hivernal, si on descend encore un peu, voilà, là, on voit là, qu'on a d'autres photos. Là, on voit que c'est des espèces là, de cuves de béton qui sont préfabriquées, qui arrivent, donc qui sont mis là. Et ensuite, là, l'ensemble des connexions sont faites. On a aussi une communication à distance là, au niveau de l'ensemble des différentes infrastructures. Donc, on peut communiquer autant par Internet que manuellement au niveau des différentes vannes. Puis, je vous dirais que ce qu'on a visité, là, on est quand même assez confiant. Là. C'est un constructeur qui est très, très, très pratique. Comme souvent ce qu'il nous disait, il dit, je vous vends pas des pièces qui viennent de Mars. Là. Si vous avez un problème, là, vous allez à Quincaillerie, vous êtes capable de vous organiser. Là. On veut pas, là, nous autres, on n'est pas là pour vendre des pièces, on est là pour vendre des systèmes. Donc, il y a vraiment le côté pratique. Comme vous voyez aussi au niveau des différentes trappes, là, tout ce que les employés ont besoin d'aller manipuler, c'est sur des trappes qui sont faites horizontales, de manière verticale sur le long. Donc, c'est pas des endroits clos, il y a des poignées. Donc, les gens prennent les poignées, ils les sortent, sont capables de rincer les équipements et de venir les rentrer. Ils sont capables de le faire de manière individuelle, là, à un homme seulement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au niveau du dégrilleur, là, où c'est un endroit clos, on a besoin de 2 hommes à chaque jour pour aller vider la poche, là, dégrilleur à le camping. Donc, ça simplifie beaucoup les coûts de fonctionnement, ça libère au niveau du salaire le temps homme que ça va demander. Donc, même c'est ça, en termes de coûts de fonctionnement, là, c'est quand même intéressant là, de ce côté-là. Donc, comme vous voyez, là, on est comme dans le milieu du dossier actuellement. Là, on s'est arrêté au niveau de la technologie. On est en discussion avec les promoteurs. Là, on est en train de parler là, des coûts, là, des assainissements. Là. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, là, on a des rencontres de prévues là, où est-ce qu'on va présenter les différents coûts aux promoteurs. Donc, là, on n'est pas encore au stade de vous dire combien ça va coûter d'un compte de taxes et tout ça. Là, on est encore en train, là, en termes de négociation, mais on trouvait quand même important là, de au moins là, vous présenter là, sur quoi on est en train de travailler, où est-ce qu'on veut s'en aller, puis aussi pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important d'aller dans cette direction-là. Donc, ça clôt la présentation. D'accord, merci. Comme vous voyez, on ne chôme pas, hein? Monsieur le directeur général ne chôme pas. C'est quand même... c'est quand même... un dossier important aussi dans le secteur du Mont-Édouard. On a une demande je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est très forte au niveau de nouvelles résidences, de construction ou d'achat de terrain. Alors, pour être capable de maximiser le plus grand nombre d'hébergements ou d'unités, disons ça de même, là, dans le secteur, je pense que ça prend vraiment un système de traitement des eaux usées comme il a été présenté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est préfabriqué, c'est évolutif, c'est-à-dire que si on a besoin de plus, tu rajoutes des cellules, puis évidemment, tu peux accepter à ce moment-là plus de portes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au micro, s'il vous plaît. Oui, Doris Duchesne. Lorsque vous parlez des coûts que vous voulez augmenter des personnes qui sont déjà à collecter, donc on parle d'un montant, est-ce que vous avez pensé au coût, aux revenus que vous allez avoir, le surplus de taxes que vous allez ramasser? Si on construit 100 unités, ça fait des taxes de plus. Est-ce que ça a été calculé dans votre budget? Oui, réponds. Oui, vas-y. Okay. C'est sûr que nous autres, dans le fond, on fait des prévisions, mais c'est sûr que d'un autre côté, moi, je dois prendre le coût en fonction de la valeur foncière actuelle. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'il y a un coût qui est réparti au niveau de la taxation générale. Ça va avoir un impact là, si j'ai des hausses de valeur foncière, mais j'ai aussi un coût qui est mis dans le déjà bâti. Donc, c'est sûr qu'un secteur de déjà bâti, par exemple, que je lui attribue un coût de 300 000 $,
ben le déjà bâti, sa valeur foncière risque pas d'augmenter. On prend par exemple, je sais pas, le secteur, par exemple, de Vébron. Ouais. Bon, le secteur Vébron, au début, tu sais, je pense pas qu'il va avoir quand même là 6-7 millions de valeur foncière là, qui va rentrer dans les prochaines années. Là. On est quand même complet. Donc, c'est certain qu'eux autres, leur facturation en termes de taxes de secteur, le calcul qu'on va donner va quand même être stable là, de ce côté-là. Cependant, la portion qui est prise au niveau de la taxation générale, c'est sûr que les nouveaux développements, eux, ben, ils vont venir rentrer dans le pot puis ils vont venir baisser là, ce que l'ensemble des contribuables est appelé à payer. Là. Alors, c'est ça l'inquiétude. Si tu dis 15 à 16 000 par unité déjà construite, je pense que les citoyens vont japper. Plus proche. Mets ton micro plus proche. Si on parle de 15 à 16 000 par unité existante, je pense que là, ça va être compliqué à passer ça. Mais c'est sur 20 ans. Il faut penser que, de toute façon, les propriétaires qui sont déjà avec une fosse septique individuelle vont devoir aussi investir d'ici 20 ans. Donc, ils vont commencer à payer un investissement qu'ils auraient dû faire dans le temps. Donc, moi, je suis élevé. Je ne sais pas. Ouais. Par contre, si vous avez 100 unités de plus, on dit qu'une valeur foncière va te donner environ 50 Mais quand 50 on millions. parle d'unités de plus, puis de valeur foncière, puis de taxes, il faut dire qu'une municipalité qui est en développement comme ça, quand on développe, il y a des coûts quand même à la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la taxe à venir sur les nouvelles constructions pour établir là, un financement. D'ailleurs, c'est pas accepté par le ministère des Affaires Non, municipales. ben, tu sais, c'est qu'en fait, c'est 6 mois au jour 1. Bon, j'ai un règlement d'emprunt, puis il faut que je paye 120 000 sur mon règlement d'emprunt. Tu sais, je suis obligé de le taxer au monde qui existe actuellement. Là, je peux pas arriver puis dire, ben là, je le taxerai pas tout parce que là, peut-être que dans 2 ans, je vais avoir des résidences qui vont se construire. Là. Donc, je suis obligé de prendre le réel actuellement. Mais c'est sûr qu'on prévoit avec les nouveaux développements qu'il va avoir un impact, encore une fois, sur la taxation générale. Parce que sur les taxes de secteur, si la valeur foncière du secteur ne change pas parce que le déjà bâti va moins bouger, c'est sûr qu'elles autres, ils vont rester un petit peu plus statiques là, en termes de leur coût. S'il y a 3-4 autres résidences qui arrivent, peut-être que, tu sais, au lieu de payer, je sais pas, moins 600 $ de plus sur leur compte de taxes, ils vont payer 580. Mais ils n'auront pas là, une différence majeure, contrairement au niveau de la taxation générale. Puis même la taxation générale, ça reste que, tu sais, je prends la valeur foncière de toute la municipalité qui est 180 millions. Donc, si je rajoute un développement de 10 millions sur 180 millions, tu sais, je vais peut-être avoir une variation de 5 % là, sur le montant qui est facturé. Là. OK, donc c'est à prévoir avec la construction que les taux vont les taxations vont baisser. Au niveau de la taxation générale, parce que encore une fois, au niveau du déjà bâti, moi, quand j'arrive et je fais une taxation de secteur, ben je dis moi, là, mais je parle de la municipalité, là, c'est que je viens prendre un secteur, puis ce secteur-là, je regarde la valeur foncière, puis je viens dire, ben moi, j'ai, par exemple, 40 000 $ à attribuer à ce secteur-là, ben je vais y aller avec la valeur foncière du secteur. Ça fait que s'il y a des développements là, ben les développements là sont pas inclus là-dedans. Fait que moi, il faut que je prenne ma valeur foncière de secteur directement pour venir le taxer. C'est pour ça que dans le déjà bâti, il peut y avoir des petites variations, mais les montants qu'on va donner devraient quand même là peut-être varier de 10 % là, mais tu sais, on passera pas d'un montant de 700 $ à un montant de 400 $ dû à des nouveaux développements. Là. OK, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lessard. Oui, donc Benoît Robin-Lessard, encore une fois. Moi, je suis un skieur invétéré. Donc, je ne peux que me réjouir de la santé de notre montagne. D'ailleurs, je vous félicite pour tous les efforts qui ont été faits depuis les débuts, pour qu'on puisse avoir cette infrastructure-là ici à l'Anse-Saint-Jean. C'est une des plus belles montagnes au Québec. Puis c'est une montagne de classe mondiale. Maintenant, au niveau environnemental, moi j'aurais quelques questionnements sur les modifications là, des règlements qui ont été passés en rapport justement à l'établissement autour du Mont-Édouard, là, où vous savez que le GIEC là, nous dit que
Au niveau climatique, il y a deux raisons majeures pourquoi on fonce dans le mur en accélérant. C'est les gaz à effet de serre, évidemment, les combustibles fossiles, et puis la déforestation. Là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, on nous dit, puis je suis d'accord avec ça, si on veut continuer à pouvoir vendre des terrains au moins de voir, puis ça continue, ça aille bien. Donc, il faut qu'on arrête de vendre des terrains à 40 000 pieds carrés, tu sais. Ça, je comprends ça très bien, sauf que là, si je regarde ces règlements-là, on s'aperçoit qu'il y a des zones de protection, pas des zones de protection, des zones de conservation qui vont devenir des zones de villégiature. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire que ces zones-là changent de vocation au bout de... Ben, quand on parle de zones de protection, est-ce que vous parlez des zones vertes là, du ministère de l'Agriculture? Qu'est-ce que vous voulez parler? Qu'est-ce que vous voulez dire par les zones de protection? Ben, j'avais le document que nous... Je le sais. Ouais. Oui, pardon. M. Desbiens va répondre. Non, c'est tout simplement... d'ailleurs, on va avoir une rencontre. Là, je crois que là, on a préparé la vie publique. Là, je crois qu'elle a été faite. Là, ça va être le 30 septembre. Quand vous parlez de zone de conservation, là, vous parlez de la zone qui est juste à côté de Valence. Là. On avait... il y avait 2 carrés bruns, là, puis là, ils deviennent 2 carrés jaunes. Ça, dans le fond, c'est conservation, mais c'est appelé des zones de réserve. Dans le plan d'aménagement de la MRC, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent mettre un périmètre urbain, puis ils viennent dire, voici le périmètre où est-ce que tu peux développer. Et on ne te permettra pas de développer dans tout ce périmètre-là tout de suite. On va prendre certaines zones qu'on va te mettre des zones de réserve, puis les autres, on va te permettre de développer quand dans tes autres endroits, tu vas être rendu à 80%. Pour éviter qu'une municipalité commence à s'éparpiller trop rapidement. Et là, actuellement, on a atteint le 80%, donc on demande l'ouverture de ces zones de réserve-là. Mais c'est des zones qui, dans le plan d'aménagement, étaient déjà prévues pour avoir des projets domiciliaires, de la résidence et de la villégiature. Mais oui, là, il était nommé CE au début parce qu'il était considéré là, comme des zones de réserve. OK, je comprends un peu mieux. Je vous remercie pour cette précision-là. Donc, ça n'a pas rapport là, tous ces changements de règlement-là à l'usine d'épuration. Au niveau de l'usine d'épuration, non. Les règles, là, je veux pas trop rentrer parce qu'on va faire une présentation le 30 septembre. Mais je vous dirais que les changements réglementaires, c'est beaucoup lorsqu'on a eu au niveau des promoteurs. Quand les promoteurs nous ont approchés, eux ont certains terrains qu'ils veulent développer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé au niveau du découpage des zones parce que parfois, on va prendre par exemple, vous avez dû voir là la phase 3 dans Valence, le terrain de monsieur rentre dans la zone R42. Moi, si je veux appliquer un PIA sur le développement de monsieur, je peux pas l'appliquer sur R42 parce qu'R42, là, on rentre la carrière de Lauréat Gagné, on rentre un paquet d'affaires là-dedans. Fait que là, on vient vraiment découper une zone pour son terrain pour dire, moi, je vais mettre des spécificités là parce que je sais que là, il va y avoir des maisons pour faire un encadrement, mais je veux pas que ces spécificités-là soient partout sur tout le territoire où est-ce que là, on veut pas de développement puis on n'est pas rendu là. Donc, c'est simplement pour venir niveler ces éléments-là puis dire, si on vient encadrer un développement, mais ça va être précisément dans cette zone-là. Donc, on vient créer des zones par rapport à ça. Par la suite, il y a certains promoteurs aussi, on a discuté, par exemple, au niveau de la densité. Il y avait des promoteurs, ils voulaient peut-être aller chercher un 3 étages. Bon, comment est-ce qu'on peut travailler? On peut-tu travailler 1 mètre ou 2 de plus au niveau des bâtisses? Au niveau des marges, comment est-ce qu'on va regarder? Donc, il y a eu certaines petites modifications comme ça là, qui ont été présentées là, au conseil municipal pour regarder est-ce que c'est acceptable là, pour la viabilité du développement domiciliaire en fonction du territoire puis en fonction de de ce que les gens veulent au niveau de la station de ski. OK, donc je vous remercie encore une fois pour cette réponse. J'ai encore une petite interrogation à savoir, on voit ça arriver un peu partout, hein, on a vu ça dans la grande banlieue de Montréal, on le voit maintenant à Saguenay, là, où les promoteurs disent, ils arrivent et ils disent, moi j'ai un projet dans tel secteur,
Donc, on va à la protection des terres agricoles, on va faire des pressions et les municipalités vont presque appuyer ou vont appuyer les promoteurs là, pour qu'ils puissent développer, mettons, une nouvelle rue. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une place que ça s'arrête? Est-ce que... Ben, une place où ça s'arrête, c'est bien évident que présentement, là, les secteurs qu'on développe, c'est des secteurs qui sont à l'extérieur de la zone verte. Donc, mais c'est sûr que qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Je peux pas vous répondre là-dessus. Là. Je sais qu'actuellement, je veux dire, on a des terrains disponibles. Il y a des promoteurs qui ont des terrains disponibles. Puis je pense que la municipalité a tout intérêt que le développement domiciliaire se continue. Comme vous dites tout à l'heure, ça assure quand même la viabilité là, de la station de ski du Mont-Édouard puis de tout le développement, le volet touristique ici à l'Anse-Saint-Jean. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir va nous réserver au niveau du développement, puis est-ce que ça va arrêter un jour? Je peux pas vous répondre là-dessus. Je veux dire, je pense que c'est les générations futures qui vont voir aussi comment eux voient le développement là, domiciliaire ou le développement d'une municipalité. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond à vos questions? J'en ai pas, excusez. Est-ce que ça répond à vos questions? Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas, on est là pour ça. Oui, vas-y. Bonjour. Oui, il est ouvert, oui. Oui. Moi, je me nomme Germain Gaudreau. J'ai intérêt, moi, sur le domaine Riviera, à Anse-Saint-Jean, sur la route, service cassé. Oui. Il y a les égouts qui versent tout le temps dans la rivière. Oui. Oui, vous savez ça, vous êtes au courant. Ben, c'est pour ça qu'on a le dossier. Il va y avoir une usine dans ce coin-là qui va partir de là et qui descend jusqu'au... En fait, on va raccorder le réseau, là où le réseau se termine dans la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. On va aller raccorder le réseau au village, là, dans le secteur de l'église. Oui. Puis ça va tout s'en aller vers les étangs aérés. Donc, il n'y aura pas d'usine dans ce secteur-là, mais on va relier les deux réseaux. Okay. Actuellement, les deux réseaux ne sont pas reliés. Lorsque les travaux vont être complétés, vous aurez plus de ce que vous voyez dans la rivière présentement. Oui, ça fait 20 ans qu'on se rejette dans la rivière. Oui. Mais... Oui. Ouais. C'est surtout dans le domaine de Riviera, on est tous sur des zones près de la rivière en plus. Ouais. Puis, on a juste comment ça s'appelle ça, les champs d'épuration. Puis des puits artésiens. Des artésiens. Ouais. On n'a pas le courant du tout de la... Ben, écoutez, aussitôt que le projet qu'on vous a présenté tout à l'heure, là, le projet d'assainissement des eaux municipales, puis là, je parle pas du Mont-Édouard, ça va corriger cette situation-là de façon définitive. Oui, j'espère. OK. C'est Merci bon? d'abord. Plaisir. S'il vous plaît. J'ai simplement une question. Parce que Non, le micro, prenez le micro pour qu'on vous entende. Maya Gentès. Donc, j'ai simplement une question. Je n'ai pas tout à fait bien compris. Quand votre réseau ici va être terminé, vous pensez quand? À quel moment? Le réseau municipal, on parle de 2 ans à peu près. Ben, on parle d'à peu près 2 ans de travaux. On a discuté un peu avec le ministère des Transports. Ça se peut que ça déborde sur une 3e année. Donc, 2022-2023, on va être dans les gros travaux. Ça se peut qu'on déborde un petit peu en 2024, mais nous autres, notre plan, c'est vraiment de peser sur le bouton on en 2024, là, puis d'avoir ça derrière nous par la suite. Bon, merci. Ça va? D'autres questions? Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été présent et merci aussi des personnes dans les maisons qui nous ont suivis. De toute façon, on va avoir un enregistrement qui va être diffusé sur Facebook et sur le site de la municipalité, c'est bien ça? Il va être disponible sur le site de la municipalité à compter de peut-être demain ou après-demain, là, mais alors vous allez pouvoir suivre toutes les présentations qui ont été faites. Oui. Alors, vous avez un bon directeur général qui parle très bien. Merci. Merci beaucoup.
Oui, il y a une question du... Oui. J'ai une question, M. Pierre Roy. Demande, avez-vous prévu une vidange pour les VR qui sera traitée par le nouveau réseau? Ben, il y en a une vidange pour les VR, près de chez... Excusez, il y a un micro, là. Près de M. Pierre Roy, il y en a une station de vidange. Alors, elle va demeurer. Pardon? Non, non. Pour le moment, c'est pas prévu. OK? Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir.